Pendant plus de 2 siècles, on a appris aux Français qu'il n'y avait plus de roi. On leur a répété que la monarchie appartenait au passé, que la couronne avait disparu, que la France avait définitivement tourné la page de son histoire royale. Pourtant, aujourd'hui encore, 2 hommes revendiquent l'héritage des rois de France. D'un côté, Jean d'Orléans, comte de Paris, héritier de la maison d'Orléans, de l'autre, Louis de Bourbon, duc d'Anjou, que les légitimistes appellent Louis XX. 2 hommes, 2 branches, 2 lectures de l'histoire, mais une seule grande question. Si la monarchie revenait demain en France, qui serait le roi légitime ? Pour répondre sérieusement à cette question, il ne faut pas raisonner avec l'émotion, avec la popularité, avec les préférences personnelles ou avec l'image que l'on se fait d'un roi moderne. Il faut revenir aux principes, il faut revenir aux anciennes lois fondamentales du royaume de France. Car dans l'ancienne monarchie française, le roi n'était pas élu, il n'était pas choisi par un parlement, il n'était pas désigné selon l'opinion politique du moment, le roi succédait selon un ordre dynastique précis. La couronne passait selon la naissance, selon la lignée, selon la primogéniture masculine. Cela signifie que l'aîné des descendants mâles de la maison capétienne passait avant les autres. Mais il existait un autre principe, encore plus important, l'indisponibilité de la couronne. Ce principe signifie que la couronne de France n'était pas un bien privé. Le roi ne possédait pas la couronne comme on possède une maison, une terre ou un héritage personnel. Le roi recevait la couronne, il en était le dépositaire. Il ne pouvait donc pas la vendre, ni la donner, il ne pouvait pas choisir librement son successeur et point capital, il ne pouvait pas modifier lui-même l'ordre de succession. La couronne se transmettait selon les lois du royaume et non selon la volonté d'un homme, même si cet homme était roi. C'est ce principe qui se trouve au cœur de toute la querelle entre les légitimistes et les orléanistes. Les légitimistes ne disent pas simplement « nous préférons Louis XX ». Les orléanistes ne disent pas simplement « nous préférons Jean d'Orléans ». Le débat est beaucoup plus profond. Il porte sur la question suivante. Est-ce que la succession royale dépend des lois fondamentales du royaume ou est-ce qu'elle peut être modifiée par un traité, par une décision politique, par une renonciation ou par les circonstances de l'histoire? Présentons maintenant les 2 prétendants. Jean d'Orléans est aujourd'hui le chef de la maison d'Orléans. Il descend de Louis-Philippe Ier, qui régna de 1830 à 1848, sous le titre de roi des Français. Pour les orléanistes, Jean d'Orléans est le prétendant légitime au trône de France. Il représente une branche enracinée en France, issue de Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV. Cette branche a joué un rôle important dans l'histoire française, surtout au XIXe siècle, avant la monarchie de Juillet. Louis de Bourbon, lui, porte le titre de duc d'Anjou. Les légitimistes le considèrent comme le chef de la maison de Bourbon et comme le prétendant légitime au trône de France sous le nom de Louis XX. Louis XX descend de Louis XIV par une autre branche, celle de Philippe V d'Espagne, petit-fils de Louis XIV. Voilà pourquoi il faut repartir de Louis XIV pour comprendre toute l'affaire. Louis XIV eut une descendance nombreuse et importante pour l'histoire dynastique française. La ligne principale française passe par son fils, le grand dauphin, puis par le duc de Bourgogne, puis par Louis XV. De Louis XV viennent Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Et après Charles X, la ligne continue avec son fils Louis-Antoine, puis avec Henri d'Artois, comte de Chambord, que les légitimistes appellent Henri V. Henri d'Artois est une figure absolument essentielle dans cette histoire. Il est le dernier représentant de la branche aînée française des Bourbons. En 1871, après la chute du Second Empire, la France est très proche de restaurer la monarchie. L'Assemblée nationale est majoritairement monarchiste. À ce moment-là, les monarchistes ne se tournent pas d'abord vers un descendant de Louis-Philippe, ils se tournent vers Henri d'Artois, comte de Chambord, héritier de la branche aînée des Bourbons.
Cela montre bien que, dans la France monarchiste du XIXe siècle, la branche aînée conservait une force symbolique, politique et dynastique immense. Mais Henri d'Artois refuse et meurt en 1883 sans enfant. Et c'est là que se produit le moment décisif. Quand il meurt sans descendance, la branche française aînée issue de Louis XV s'éteint. Alors une question se pose. À qui passent les droits dynastiques? Les orléanistes répondent que les droits passent à la branche d'Orléans, descendant de Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV. Selon eux, les Bourbons d'Espagne sont exclus à cause de la renonciation de Philippe V lors des traités d'Utrecht en 1713. Dans cette logique, puisque Philippe V a renoncé à ses droits au trône, ses descendants ne peuvent plus prétendre à la couronne française. Après l'extinction de la branche aînée française, la succession devrait donc passer aux Orléans. Mais les légitimistes répondent autrement. Pour eux, il faut continuer à suivre l'ordre dynastique capétien. Et dans cet ordre, après l'extinction de la branche issue de Louis XV, il faut revenir à la branche aînée suivante, celle issue de Philippe V d'Espagne, petit-fils de Louis XIV. C'est ici que Philippe V devient le personnage central de toute la querelle. Philippe V était le petit-fils de Louis XIV. En 1700, il devient roi d'Espagne. Mais les puissances européennes craignent qu'un jour, les couronnes de France et d'Espagne soient réunies sous un seul souverain. Pour empêcher cela, les traités d'Utrecht en 1713 prévoient que Philippe V conserve le trône d'Espagne en renonçant à ses droits sur le trône de France. C'est là que tout se joue. Pour les orléanistes, cette renonciation est valide. Philippe V aurait donc perdu ses droits et ses descendants aussi. Dans cette logique, les Bourbons d'Espagne ne peuvent plus être appelés au trône de France. Les droits passent alors à la maison d'Orléans. Mais pour les légitimistes, cette renonciation est nulle. Et elle est nulle pour une raison très précise, l'indisponibilité de la couronne. Si la couronne de France n'est pas une propriété privée, alors aucun prince ne peut y renoncer comme on renonce à un héritage personnel. Philippe V ne pouvait pas dire « je renonce à la couronne de France » pour moi et pour mes descendants, parce que ces droits ne lui appartenaient pas comme un bien personnel. Ils appartenaient à l'ordre dynastique lui-même. Ils venaient des lois fondamentales du royaume. La couronne ne dépendait pas de la volonté individuelle d'un prince. Autrement dit, selon la lecture légitimiste, même si Philippe V a signé une renonciation politique dans un traité international, cette renonciation ne pouvait pas abolir les lois fondamentales du royaume de France. Un traité européen ne pouvait pas modifier la succession capétienne. Une pression diplomatique ne pouvait pas effacer l'ordre dynastique. Une décision politique ne pouvait pas rendre disponible ce qui, par principe, était indisponible. Voilà l'argument central des légitimistes. Et cet argument est puissant, parce qu'il ne repose pas seulement sur une préférence sentimentale, il repose sur une logique juridique ancienne. La couronne est indisponible, la succession suit la primogéniture masculine. Aucun prince ne peut renoncer valablement à un droit dynastique qui ne lui appartient pas, comme bien privé. Donc les descendants de Philippe V restent dans l'ordre successoral. Et si les descendants de Philippe V restent dans l'ordre successoral, alors après la mort sans enfant d'Henri d'Artois, la branche aînée suivante est celle des Bourbons d'Espagne. Et si cette branche reste dynastiquement valide, alors aujourd'hui, selon la doctrine légitimiste, l'héritier légitime est Louis de Bourbon, duc d'Anjou, appelé Louis XX. La différence entre les deux camps est donc très claire. Les orléanistes mettent en avant les traités d'Utrecht, les légitimistes, eux, mettent en avant les lois fondamentales du royaume, l'indisponibilité de la couronne, la primogéniture masculine, la continuité capétienne et l'impossibilité pour Philippe V de renoncer valablement à ses droits. Si l'on raisonne strictement selon les lois fondamentales de la monarchie française, la thèse légitimiste apparaît comme la plus cohérente. Pourquoi ? Parce que si l'on accepte qu'un traité international puisse modifier la succession royale, alors on accepte que la couronne devienne disponible. On accepte qu'elle puisse être négociée. On accepte qu'elle puisse être déplacée par des intérêts diplomatiques, par des pressions étrangères, par des calculs politiques. Mais si la couronne peut être négociée, alors elle n'est plus vraiment fondamentale. Elle devient un objet politique. Elle devient un arrangement. Et cela contredit l'esprit même de l'ancienne monarchie française. La monarchie française
reposer sur une idée forte. Le roi ne fabrique pas sa légitimité, il la reçoit. Il ne choisit pas l'ordre de succession, il s'y soumet. Il ne possède pas la couronne, il en est le serviteur et le dépositaire. La couronne ne se conquiert pas par l'opinion, elle ne se négocie pas dans un traité, elle ne se distribue pas selon les circonstances, elle suit l'ordre de la lignée. Si l'on applique cette règle jusqu'au bout, alors le nom qui apparaît aujourd'hui est Louis de Bourbon, duc d'Anjou, soit Louis XX. La branche d'Orléans est une branche cadette, elle ne peut pas passer devant la branche aînée. Et pour être parfaitement clair, ma position personnelle est assumée. Je suis un légitimiste. Je ne défends pas Louis XX par goût du folklore, par nostalgie ou par simple préférence sentimentale. Je le défends parce que selon moi, et selon les lois du royaume, alors il faut respecter ses propres principes. La primogéniture masculine, l'indisponibilité de la couronne et la continuité dynastique. Être légitimiste, ce n'est pas seulement vouloir un roi, c'est refuser que la couronne devienne un objet politique que l'on distribue selon les circonstances. C'est affirmer que la légitimité ne se fabrique pas, ne se vote pas et ne se négocie pas. Elle se reçoit par l'ordre ancien des lois fondamentales du royaume. Voilà pourquoi, pour moi, le prétendant légitime au trône de France est Louis de Bourbon, duc d'Anjou, Louis XX. Vive Dieu, vive la France et vive le roi.